Voilà, merci de m'accueillir ici à ce salon. Je vais effectivement vous parler des enjeux de la transformation digitale. C'est un extrêmement vaste sujet. Je pense que beaucoup d'autres personnes ou d'autres conférences ont traité du sujet aujourd'hui. Quand j'ai préparé cette conférence, en fait, j'ai été confronté à deux challenges principaux. Tout d'abord, c'est l'extrême, me semble-t-il, diversité des compétences et des perceptions par rapport à nos clients déjà, entre différentes PME, la situation, la perception de la digitalisation est fondamentalement différente d'un client à l'autre. Le niveau de connaissance est fondamentalement différent. Et puis aussi, le besoin des entreprises varie. Donc, il a fallu trouver un sujet qui soit un thème ou une façon d'aborder le sujet qui soit suffisamment générale pour intéresser tout le monde. Et puis après, il a fallu définir le niveau de granularité jusque dans lequel j'allais entrer pour expliquer comment prendre en compte la transformation digitale. Ceci dit, il n'y a pas une façon de faire juste, une façon de faire fausse. Je vais vous présenter un certain nombre d'idées. J'ai choisi l'option de vous parler de façon un peu globale, c'est-à-dire à un niveau plus stratégique, vision, de vous proposer un chapeau de ce que veut dire ou de ce que contient cette notion de transformation digitale. Niveau stratégique qui, pour une PME, est déterminant. La stratégie d'une entreprise était quelque chose d'extrêmement important il y a 10 ans, était extrêmement important pour une PME, elle l'est d'autant plus aujourd'hui, j'y reviendrai. Ceci dit, dans la notion de stratégie, il y a la notion de perspective, de vision, la notion temporelle, et puis ces notions de vision et de notions temporelles sont aujourd'hui remises en question, parce qu'évidemment le monde change de plus en plus vite. On pourrait dire aujourd'hui que le rythme du changement a atteint le rythme du changement de toutes nos institutions. Vous élisez en conseil d'administration pour 5 ans. En 5 ans, lorsque le président du conseil entre dans sa fonction et lorsqu'il en ressort 5 ans après, le monde n'est plus le même. Donc, dans cette perspective-là, le fonctionnement des entreprises a aussi changé. Et puis, c'est un peu les différents sujets que je vais aborder maintenant. Donc, tout d'abord, la nécessité de percevoir le changement. La nécessité de remettre en question son savoir et ses connaissances et ses croyances, parce que dans la gestion d'entreprise, souvent, il y a énormément de croyances, notamment en parlant de gestion de l'organisation même de l'entreprise, et puis des attentes des clients, et puis ensuite la nécessité d'adapter le fonctionnement de ces entreprises par rapport à ce changement. Donc, c'est un peu les différents thèmes, et donc, c'est des thèmes qui sont aussi extrêmement importants pour une petite entreprise, surtout pour une petite entreprise. Alors, expliquer ce que c'est que la digitalisation, c'est une chose. J'aimerais insister sur ce que la digitalisation n'est pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de croyances. Alors, ce n'est pas parce qu'on numérise ces documents qu'on digitalise son entreprise. Ce n'est pas parce qu'on crée un site de vente en ligne ou qu'on choisit une stratégie digitale, une stratégie marketing ou de communication digitale qu'on digitalise son entreprise. Ce n'est pas parce qu'on produit la même chose avec des nouveaux outils ou qu'on digitalise son entreprise. Le danger, c'est vraiment d'agir avec la logique d'hier. Alors évidemment, les vieux comme moi ont appris des tas de choses dans des grandes écoles sur le management, sur l'organisation des entreprises, sur le fonctionnement, sur la gestion des collaborateurs. Il y a encore des croyances qui sont liées aussi à ce genre de connaissances-là ou d'apprentissage. L'idée, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'effacer tout ça et de tout remettre en question, parce que finalement tout a changé. Alors, quelques exemples en introduction, parce que ces exemples vont permettre après d'expliquer un certain nombre de choses ou d'illustrer un certain nombre de choses. Par exemple, je voudrais parler tout d'abord du groupe Accor Hôtel. C'est le plus grand groupe hôtelier du monde, avec je ne sais pas combien d'hôtels dans le monde, je ne sais pas combien de collaborateurs, je ne sais pas combien de chaînes hôtelières finalement qui appartiennent au groupe d'Accor. Le groupe Accor a négligé il y a 6 ans maintenant un petit entrant sur le marché qui est Airbnb. Vous avez probablement déjà entendu parler de Airbnb. Ils ont imaginé le racheter, puis finalement ont décidé de ne pas le faire parce que Airbnb n'était pas exactement positionné dans leur core business et dans leur stratégie. Aujourd'hui, le groupe Accor n'est plus en mesure de racheter Airbnb.
Alors Airbnb, c'est un groupe privé, on ne connaît pas la valeur, mais enfin les estimations montrent qu'ils ont une valeur beaucoup plus importante que le groupe Accor lui-même. Airbnb, c'est, alors je caricature un peu, mais c'est 10 personnes, ils n'ont pas un hôtel, ils n'ont pas un asset, ils n'ont pas une chambre, ils n'ont pas un collaborateur, ils n'ont pas un département marketing, un département de vente, un département d'achat, ils n'ont rien de tout ça, mais ils ont plus de 2 millions de chambres dans le monde, juste avec 10 personnes. Et c'est un des principaux problèmes du groupe Accor maintenant, c'est qu'ils rament derrière pour essayer de trouver une solution à tout ça, parce que le marché est évidemment en train de partir, leur passer sous le nez. Et puis ils ont un gros problème avec leurs milliers d'employés, avec leurs centaines d'hôtels, avec toute leur organisation dont ils ne savent plus qu'en faire. Ça c'est caractéristique pour un groupe comme Accor. C'est un des problèmes que nous avons, nous, BDO, en tant que fiduciaire. Nous avons 1200 collaborateurs qui faisons de la comptabilité, de l'audit, etc. Tous ces métiers qui sont extrêmement menacés par la digitalisation. Donc, si demain tout ça est automatisé, on y viendra aussi. Qu'est-ce qu'on fait de nos personnes et de nos gens? Comment est-ce qu'on fait évoluer le concept? Qui sont les concurrents de demain qui vont nous prendre le marché? Effectivement, c'est des questions qu'on doit se poser, c'est des questions que vous devez vous poser. Le groupe Airbus, tout le monde connaît Airbus comme un avionneur qui construit des avions. Vous avez sûrement pris déjà un Airbus dans votre vie. Alors, tout ce que je dis là ne regarde que moi, c'est mon analyse finalement. Mais le Airbus est en train de réaliser une transition parce qu'il passe de constructeur d'avions à fournisseur de logiciels pour différentes raisons. Alors, c'est aussi une approche intéressante. Tout d'abord, la valeur des logiciels embarqués dans les avions commence à atteindre le niveau de valeur du matériel lui-même, des avions. Et puis ensuite, en réalisant cette transition-là, c'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre contrôle de toute la chaîne de valeur de l'aviation, depuis la création de l'avion à la maintenance jusqu'à la destruction de l'avion. Et donc, ils prennent un pas considérable sur leur concurrent qui est Boeing. Si Boeing ne réagit pas rapidement, Boeing va avoir un sérieux problème dans pas longtemps. Alors ça, c'est une grande entreprise, évidemment, j'ai pris aussi, mais c'est juste pour vous expliquer le changement de logique et de réflexion qu'il y a derrière. J'ai pris quelques autres entreprises, par exemple Claval. Claval, c'est une moyenne entreprise de 100 personnes près de Lausanne. Claval fabrique des vannes, des pompes. Des pompes, historiquement, alors ils sont un des leaders dans le monde, ils sont une petite entreprise, mais ils vendent ces pompes dans tous les domaines. Notamment, par exemple, dans l'aéronautique, puisque les pompes permettent d'approvisionner les avions en kérosène. Les vannes permettent d'approvisionner les avions en kérosène. Ils gèrent aussi des vannes du réseau d'eau. Ils ont effectué une transition. Une transition, ça c'est une transition stratégique parce que, avec leurs vannes, ils se sont aperçus qu'en mettant de l'intelligence artificielle dans la gestion de leurs vannes, ils arrivaient à contrôler la pression des réseaux et répondre à un réel besoin. Pour l'anecdote, Claval gère depuis Écublanc la moitié du réseau d'eau de New York, par exemple. Quand vous sachez que du fait du mauvais état des infrastructures d'eau aux États-Unis, les pertes annuelles représentent 2 fois le volume du lac de Neuchâtel, vous comprendrez l'enjeu qu'il y a derrière. Avec de l'intelligence artificielle et leurs vannes, ils arrivent à gérer la répartition de pression dans le réseau derrière, et puis à diminuer ces pertes de moitié. C'est-à-dire qu'on arrive, avec leur système, à économiser le lac de Neuchâtel par année aux États-Unis. Donc, c'est un changement de paradigme pour eux. Ils vendent toujours des pompes, ils font du chiffre d'affaires avec des pompes, mais leur service a évolué, leur prestation a évolué, c'est-à-dire qu'ils ont dû s'équiper. Alors évidemment, quand on gère de l'intelligence artificielle derrière et des pompes, il faut s'équiper, il faut engager des compétences, quelques ingénieurs. Ça ne change pas fondamentalement la structure du personnel, mais ça veut dire qu'on doit changer de mentalité et de compétences que l'on engage. Visilab propose des solutions à leurs clients, par exemple, change le rôle de leur magasin, par exemple, leur point de vente, puisqu'ils vont maintenant vendre des lunettes. Alors, ils produisent toujours des lunettes, bien sûr, c'est un fabricant de lunettes, mais ils vont vendre ces lunettes dans le salon de leurs clients le week-end, avec des logiciels qui leur permettent de mesurer finalement le look de leurs clients, de répondre à leurs questions. Et puis le point de vente, c'est juste un point d'échange si le client finalement n'est pas satisfait de sa paire de lunettes. Et puis It's My Wine, c'est aussi une entreprise qui
personnalise, alors ça c'est le dernier point que j'aimerais aborder, personnalise la prestation. Donc c'est une nouvelle façon d'approcher du vin. Donc c'est une petite entreprise qui vend du vin. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner des cépages, optimiser son assemblage et créer son étiquette. Ça veut dire que les gens peuvent créer son propre vin et vendre, acheter le vin qu'ils souhaitent. Ça, c'est aussi une des tendances essentielles du marché. Donc la digitalisation, j'y reviendrai, c'est en fait mettre en place une nouvelle organisation de l'entreprise et une nouvelle façon de fonctionner. Mettre en place un processus d'innovation, non pas dans le développement du produit, mais vraiment dans la façon dont l'entreprise fonctionne. Acquérir pour ça des nouvelles compétences. On a vu l'exemple de Claval tout à l'heure. C'est utiliser des outils digitaux afin d'interagir avec son marché. Visilab qui va vendre ses lunettes dans le salon de ses clients. C'est de changer la relation avec ses clients. On a vu par la personnalisation des prestations. C'est utiliser des outils digitaux afin de proposer des nouveaux produits et des nouvelles prestations. Pour l'exemple, on a chez BDO fait un test avec un chatbot. C'est-à-dire que c'est un robot intelligent, basé sur l'intelligence artificielle aussi, qui permet de répondre en ligne à des créateurs d'entreprises, à des startups qui voudraient créer des entreprises. On apprend quelque chose d'intéressant, c'est que les gens qui s'adressent au chatbot, et c'est probablement une des tendances, une évolution du marché importante, ne veulent plus l'information, parce qu'on imaginait qu'en tant que fiduciaire, on allait leur expliquer ou leur vendre des informations sur la façon dont il fallait créer des entreprises, les structures juridiques, etc. Ce n'est pas ça qu'ils veulent, c'est savoir où aller chercher l'information. Parce qu'ils estiment qu'eux peuvent, c'est plus intéressant pour eux de trouver l'information, et c'est ça qu'ils attendent finalement. Et c'est par ce genre d'expérience-là qu'on peut connaître l'évolution du besoin et de la demande. Alors, le changement, évidemment, percevoir le changement de l'environnement, c'est quelque chose d'essentiel. C'est de comprendre finalement que l'environnement évolue très rapidement. C'est tout d'abord la disponibilité et l'obsolescence du savoir. Il n'y a pas longtemps, les gens entraient dans une école, université, faisaient un apprentissage, apprenaient des choses. Aujourd'hui, quand vous sortez d'une université, 3 ans après, ce que vous avez appris est périmé. Donc ça, c'est un des facteurs. Comment est-ce qu'on maintient ses connaissances, son expérience dans cette configuration-là? Vous alliez à l'université, vous entriez, avant vous aviez des entreprises avec des jolis organigrammes, avec un sapin de Noël, avec des boules de Noël, et puis vous mettiez les gens dans les boules en fonction de leurs apprentissages. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que tout a évolué aussi à ce niveau-là. Le savoir devient pratiquement gratuit, devient disponible en ligne. C'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans les domaines de la fiscalité, du droit, de l'ingénierie, de la médecine. Devient gratuit. Ça veut dire qu'il faut trouver une autre façon, une autre valeur ajoutée finalement, mais il se périme très vite. Donc il faut, le challenge aujourd'hui, c'est de maintenir son savoir à jour, et ça aussi, ça passe par les collaborateurs de l'entreprise. Le périmètre de création de la valeur, on est entré dans le 22 juillet 2017, on a quitté l'ère de la concurrence, dont je plaisante par rapport à la date, on a quitté l'ère de la concurrence pour entrer dans l'ère de la collaboration. C'est-à-dire que ça, c'est un des points clés aussi pour une petite entreprise. C'est-à-dire que le périmètre de la création de valeur change. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut plus travailler en interne pour développer des produits et des prestations. Ça veut dire qu'il faut commencer à travailler en réseau, s'appuyer sur des compétences externes, des compétences ne serait-ce que pour l'analyse de données, pour la réflexion, pour mélanger des compétences, travailler en réseau. Ça, c'est une des clés, finalement, en particulier pour une petite entreprise. Évolution des attentes et des besoins des collaborateurs. Mon beau-père a fait est entré à l'université, est sorti d'une université avec un beau diplôme, il est entré chez IBM, il a passé sa vie chez IBM, il est mort chez IBM. Ça, c'était à sa génération. À ma génération, on m'expliquait que je devais changer 3 fois de métier dans ma vie. Ce que j'ai fait, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, les gens, ils ne changent pas 3 fois de métier dans leur vie, ils exercent 3 métiers en même temps. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans une entreprise à 60%, ils travaillent dans une autre entreprise à 30%, et puis le reste, ils travaillent pour des créations personnelles, etc. Ça, il faut être prêt à le savoir. Ça veut dire que quand vous allez engager des compétences et des nouveaux collaborateurs, c'est des choses dont vous devez tenir compte. Notamment les frontières entre vie privée et professionnelle deviennent floues. Mais c'est
toutes les notions de travail et de périmètre du travail aussi, parce qu'on parle ici de travail à domicile, on travaille de collaboration, tout ça, ce sont des choses à remettre en question. Évolution des attentes envers les collaborateurs. Alors justement, puisque le savoir devient périssable, ça veut dire qu'on attend d'eux qu'ils se mettent à niveau. C'est plus l'entreprise qui devient formatrice, mais ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui doivent développer leurs compétences et se former et s'informer sur les besoins. C'est une partie importante du travail, de façon aussi à eux, à maintenir leur employabilité, mais aussi pour l'entreprise, à mettre en place une veille technologique de façon qu'ils puissent percevoir aussi les changements, parce qu'aujourd'hui, un des changements, c'est qu'une personne aussi intelligente, compétente, expérimentée soit-elle, n'a plus la capacité de voir finalement suffisamment tôt les évolutions du marché et les changements. Le changement des comportements du client, évidemment, évolution des tendances. Alors le luxe, il fut un temps où les gens achetaient des voitures de luxe, des belles anglaises, puis ensuite ça a évolué vers le prestige technologique des grosses berlines allemandes, et puis maintenant c'est plus ça, les gens ne veulent plus du prestige technologique ou du luxe, ils veulent de la différenciation, ça c'est un des points clés. Ce qu'ils recherchent, c'est l'originalité, c'est-à-dire que des entreprises traditionnelles comme BMW, Audi, Mercedes doivent se remettre en question pour beaucoup de raisons, mais aussi en particulier pour celle-ci. Évolution des attentes et des relations, à partir du moment où on personnalise les prestations, ça veut dire la frontière entre le client et l'entreprise devient beaucoup plus floue. Ça veut dire qu'on intègre finalement le client dans la création de la valeur, et ça c'est aussi une perspective intéressante qui ouvre des opportunités considérables, notamment dans la collecte de données. Alors, changement des produits et des outils, certains métiers, certaines tâches deviennent robotisables. Évidemment, chez nous, dans la fiduciaire, c'est un point clé. Je ne sais pas si mon collègue vous en a parlé, probablement pas hier, mais il y a une expérience qui a été faite avec 15 bureaux d'avocats américains. On leur a soumis un contrat de non-concurrence. Il a fallu 90 minutes à chacun de ces bureaux en moyenne pour identifier 85% des risques du contrat. Il a fallu quelques secondes à un ordinateur pour identifier 95% des risques. Ça veut dire que même dans nos métiers d'expertise, on est menacé. Changement des concurrents, ça veut dire que toutes les prestations qui deviennent robotisables, c'est des nouveaux concurrents potentiels pour nous. C'est-à-dire que maintenant, des gens qui peuvent proposer de la comptabilité ou de l'audit, finalement, ce sont des gens qui n'ont, comme le groupe Accor, pas le personnel que l'on a nous, Accor Airbnb, qui sont peut-être beaucoup plus flexibles, qui raisonnent différemment et qui proposent des outils finalement qui vont remplacer nos métiers, en tout cas la partie robotisable de nos métiers. Ça, c'est un des points clés que vous devez vous poser, c'est-à-dire quelle est la partie robotisable, mais quelle est la valeur ajoutée des personnes qu'il y a derrière. Le changement n'est plus ni linéaire ni incrémental, ça c'est aussi une croyance qu'il faut éliminer. Identifier le changement, mais aussi identifier les opportunités, parce qu'il y en a et il y en a énormément. Il y a des nouvelles prestations qui sont possibles. Ça veut dire que pour identifier les opportunités, il faut introduire cette culture dans l'entreprise, changer les gènes de l'entreprise. Et ça c'est aussi un des points clés. Hein. Définir le rôle de l'humain dans le processus de création de la valeur. On a parlé de réseau tout à l'heure, on a parlé de la façon dont les gens travaillent ensemble. Revoir finalement peut-être la hiérarchie et les processus de prise de décision maintenant les entreprises travaillent par projet. Alors on peut citer par exemple la Mobilière qui a fait des grandes études sur la digitalisation. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ça veut dire qu'ils ont, alors je ne vais pas entrer en détail dans tout le processus de changement et de transformation de la Mobilière. Une des conséquences, c'est que le rôle des bureaux a complètement changé. C'est-à-dire que les gens ne viennent plus au bureau comme on venait il y a même 4 ans ou 5 ans. Ils viennent là pour communiquer. C'est-à-dire que les gens, ils travaillent où ils veulent, avec leurs nouveaux outils de travail, etc. D'ailleurs, dans leur bureau à Berne, il y a plus que 60% des places de travail par rapport au nombre de collaborateurs. Les gens travaillent ailleurs. Ils viennent dans les bureaux pour travailler ensemble, pour échanger, pour travailler en réseau, pour communiquer. Ça veut dire que pour ça aussi, il faut développer la capacité de l'entreprise à surveiller son environnement par ses collaborateurs, veille technologique, parce que c'est aussi ça qui va permettre à l'entreprise d'évoluer. Nouvelle façon d'interagir avec ses clients, on en a parlé. Mettre en place une organisation apprenante, c'est-à-dire adapter le processus d'innovation et de création de la valeur.
Les sources d'information, c'est quelque chose de fondamental. Quand vous incluez les clients dans votre réflexion pour développer vos produits, ça veut dire que vous allez acquérir à ce moment-là des informations qui ont de la valeur et qui ne sont pas celles que vous traitez d'habitude. Fédérer compétences, informations, technologiques, on en a parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux. Et puis le troisième point qui est clé, c'est développer la stratégie de l'entreprise. La stratégie, c'est quelque chose de fondamental. On a parlé tout à l'heure, on a parlé de cette vision. L'objectif maintenant, c'est d'identifier de façon beaucoup plus précise ce qui est pérenne dans l'entreprise. Pour Claval, par exemple, ce qui est pérenne, qu'est-ce qui est pérenne? C'est la vente de valves ou bien c'est la gestion des réseaux d'eau? C'est d'effectuer cette transformation mentale, finalement, qui va permettre de repositionner l'entreprise sur la base des compétences, mais aussi de l'expérience métier des collaborateurs. Nous venons chez BDO d'engager des data scientists, qui sont des gens brillants, des jeunes, qui sont issus de grandes écoles, qui sont capables de produire des algorithmes et d'aller extraire de l'information de grandes bases de données. Mais ces gens-là, sans l'expérience métier de nos collaborateurs, ne valent rien parce qu'ils savent faire des calculs, mais ils ne savent pas comment les adapter aux besoins de nos clients. C'est ça aussi, identifier les compétences humaines qui sont nécessaires pour fournir la prestation. Il faut aussi travailler sur les valeurs, la philosophie, le rôle de l'humain. Et puis, considérer que le changement aujourd'hui, c'est quelque chose de permanent. C'est une des notions qu'a mis en place la Mobilière en disant, mais maintenant, plus rien n'est stable. Alors, il y a des gens qui sont réfractaires au changement, mais comme tout l'environnement bouge autour d'eux, finalement, par défaut, ils bougent aussi. Donc, c'est ces nouvelles cultures d'entreprise qu'il faut essayer de développer. Retour aux valeurs fondamentales et à l'émotionnel. Prendre conscience aussi que la stratégie n'est pas la stratégie opérationnelle. La stratégie opérationnelle, évidemment, vous allez la mettre en œuvre dans une quatrième étape. C'est-à-dire que vous allez commencer à réfléchir sur la base d'une stratégie aux ressources, aux investissements qui sont nécessaires, aux compétences, aux outils, etc., à votre communication marketing, etc. Mais ça nécessite aussi une vision claire du positionnement de votre entreprise sur le marché. Et la conclusion, pour terminer, deux slides. Les changements fondamentaux, c'est-à-dire, j'en ai relevé 3, la nécessité de réfléchir en réseau, l'importance des données dans la création de la valeur, l'importance aussi, évidemment, de l'expérience métier des collaborateurs pour pouvoir utiliser l'information que l'on va exploiter en exploitant des données. Et puis instaurer une culture du changement. La digitalisation, en bref, ça veut dire réfléchissez différemment. Les schémas de réflexion du passé sont périmés. Sortez du cadre. Identifiez ce qui est pérenne avec votre vision et votre stratégie. Organisez-vous afin de gérer la complexité. En quelques lignes, en quelques mots, pour un sujet très complexe. J'espère que ça vous a convenu. En tout cas, merci de votre attention. Merci beaucoup, Jacques Blanc. Vous avez bien fait d'enlever la montre. Vous êtes un des seuls à avoir respecté le timing aujourd'hui. Je vous remercie. Vraiment. Y a-t-il des questions dans la salle? Même si c'est un sujet très complexe. Jacques Blanc, peut-être votre avis, votre opinion sur ce changement qui a déjà commencé, qui continue. Est-ce qu'on est dans un trend qui fonctionne de ce changement ou pas encore? Alors évidemment, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on n'a plus de vision de ce qui va se passer dans 5-10 ans. Ça devient extrêmement flou. Ce qui est sûr, le trend, c'est le changement permanent, c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus tabler sur une certaine pérennité de la façon de faire du fonctionnement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le rythme du changement, c'est 5 ans. 5 ans, si vous regardez les 10 ou 20 dernières années, tous les 5 ans, il y a eu un changement majeur sur le marché. Je ne sais plus, j'ai plus les dates, mais vous avez 2005 la création d'Internet, 95 la création d'Internet, 2000 le GPS, 2004 Facebook, 2007 l'iPhone. Si vous enlevez aujourd'hui Internet, le GPS, l'iPhone et Facebook, vous tuez 80% du marché.
En 2011, il y a Deep Blue, je crois, d'IBM, a gagné contre le champion du monde d'échecs. On disait en 2011 qu'il faudrait plusieurs dizaines d'années pour qu'un ordinateur gagne contre le champion du monde de Go. Si vous imaginez le nombre de combinaisons dans le jeu de Go, c'est beaucoup plus que le nombre de particules dans l'univers. Ça vous donne l'enjeu pour l'ordinateur. Il a fallu 5 ans à un ordinateur pour gagner contre le champion du monde de Go. Le problème, c'est qu'est-ce que cet ordinateur-là va créer demain? Ça, on ne maîtrise plus. C'est-à-dire que le rythme du changement, c'est 5 ans, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Si vous imaginez le monde il y a 5 ans, essayez de reprendre des coupures de journaux, la façon dont les gens fonctionnent. Il y avait évidemment l'iPhone, il y avait Internet, mais le monde était différent. Et donc, ça, c'est une notion maintenant qu'il faut intégrer. Ça, c'est la seule chose dont on est sûr. Donc, même si ça fait peur, vaut mieux regarder en avant et puis pas rater le train. Alors, il ne faut pas rater le train, il faut en saisir toutes les opportunités aussi, parce qu'il y a des opportunités considérables. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Ah, voilà, une question au fond. Attendez, j'arrive. Bonjour, Cynthia Collière, merci pour votre présentation. Petite question, maintenant on est dans un marché globalisé avec Internet, etc. Mais on a une tendance de plus en plus à avoir un marché local. Pour vous, quelle est votre perception pour l'avenir quant à cette tendance-là par rapport aux consommateurs qui veulent consommer plutôt proximité avec les gens malgré le côté Internet et globalisation? Alors, je pense que la grande tendance là va dans l'émotionnel et la personnalisation, et pour ça, le côté local est extrêmement important. Mais c'est aussi redéfinir justement le rôle de l'humain dans le contexte. Évidemment, on peut commander sur Internet dans le monde entier, mais les gens ont encore besoin de contact, de plus en plus besoin de contact. Alors, par exemple, chez nous, c'est une réflexion que l'on doit mener. On a 33 succursales en Suisse. C'est quoi le rôle de ces succursales? On pourrait tout traiter depuis Lausanne ou Zurich ou ailleurs, mais finalement, cette personnalisation-là est déterminante. Finalement, de garder le contact humain, c'est quelque chose qui sera déterminant. Donc tout l'enjeu, c'est finalement d'avoir des prestations globales, d'avoir une compétence globale. Alors les compétences pour réaliser la prestation, vos prestations, vous allez pouvoir les chercher dans le monde entier, mais vous allez les livrer localement avec des êtres humains qui ont cette faculté émotionnelle qu'un robot n'a pas. Ça, c'est une des choses que le robot ne peut pas faire. Et puis, je pense, encore dans nos sociétés, c'est quelque chose qui va durer. Je peux me tromper, parce qu'il y a des tas de gens qui se sont trompés sur des tas de points clés, mais pour moi, c'est une de mes convictions. Attendez, j'entends pas. Donc pour vous, votre recommandation, c'est d'inviter dans la value chain de travailler en international, aller chercher ces ressources, on va dire en low economy, pour bénéficier après de tarifs avantageux qu'on peut offrir à nos clients de proximité. Oui, alors voilà, exactement. Alors évidemment, ça dépend de votre activité. C'est un peu difficile pour moi de répondre comme ça sur juste la base de cette question, mais oui, ça veut dire que c'est juste pour avoir une tendance un petit peu pour l'avenir. Hein. Oui. Ok, merci. Effectivement, merci, je vous en prie. Donc il faut avoir un site internet pour le local, un site internet avec l'onglet achat. Quand on clique dessus, on obtient l'adresse où on peut aller le chercher chez le producteur. Mais justement, ça c'est un des grands enjeux pour les commerces, ne serait-ce qu'en ville. Les gens, ils veulent acheter une veste en costume, ils viennent essayer dans les boutiques, puis ensuite ils prennent la référence, ils commandent sur Internet. Comment vous faites là? Ça veut dire que les gens, ils doivent changer de perspective. Ça veut dire qu'ils ne vont plus vendre des costumes, ils vont vendre autre chose. Alors peut-être qu'ils vont vendre le look, ils vont vendre, je ne sais pas, la relation, une autre façon d'habiller la personne. Et puis ensuite, ils vont fournir des costumes différemment. Mais c'est des vraies réflexions. C'est pas aller acheter sur Internet, c'est pas juste anodin. Ça change beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'avec le comportement d'achat, j'imagine qu'on pourrait en parler encore pendant bien des heures. Si vous avez encore 2 heures, je suis prêt à... En tout cas, merci d'avoir été avec nous de l'entreprise BDO. Monsieur Jacques Blanc, je vous demanderai d'applaudir, s'il vous plaît. Merci.